œuf maillot, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Aujourd'hui, nous recevons Driss de la Notée du Monde des Mille Couleurs. Bonjour Driss, merci de nous accueillir ici dans ta ferme située à 2 pas de la frontière franco-belge. Après avoir exercé le métier de professeur en agronomie, tu as repris les terres familiales en 2006 pour créer le Monde des Mille Couleurs dans le plus grand respect de la nature. Les récoltes sublimes les plus belles tables belges et françaises avec une simplicité déconcertante. On dit de toi que tu es un poète maraîcher qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel des Flandres. Peux-tu nous présenter ton jardin sauvage et qu'as-tu mis en place de nouveau et de différent depuis la reprise de l'exploitation agricole de tes parents ? Ce sont de très jolis mots que vous avez dit déjà, tu as presque tout dit peut-être. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'on produise quand même de la nourriture, mais qu'on travaille avec les plantes dans un biotope qui est en équilibre et qui est dans sa richesse. Et oui, ça c'est notre façon. On ne travaille pas avec les normes qu'on connaît dans la société, mais surtout dans l'être vivant, dans la nature. Et la plante, elle est un être vivant. Est-ce que les terres étaient cultivées en agriculture conventionnelle avant ? Oui. Ouais. Et combien de temps il a fallu pour remettre les terres en... Ça peut aller vite. Ça peut vraiment aller vite. Normalement, on dit que ça prend 2 années. Pour moi, on travaille encore pour améliorer cette terre-là. Ça, c'est clair. 2 années, c'est pas assez. Avant, tu vois déjà dans la première année que la nature, elle est si forte. Elle peut reprendre la terre avec les premières annuelles, les premières herbes sauvages annuelles, très fortes. Ça va vite. Si on regarde plus loin et tu veux vraiment que la vie de la terre, elle revient, ça prend des siècles. Hein. Oui, c'est ça. Comme j'avais dit dans le tour, le jungle sous terre, elle est assez grand comme le jungle qu'on voit. Hein. Alors, les mycéliums, tous les bactères, toute la vie sous-sol, c'est ça qu'il faut nourrir, mais pas trop forcer non plus. Alors, ça n'a pas de sens de mettre plein de trucs dans le sol pour dire j'ai un sol riche. Non, tout doit aller doucement et vivre doucement. Il faut l'aider peut-être aussi à repartir. On peut l'aider, on peut déjà l'aider de ne plus mettre de chimie. Hein. Parce que voilà. Quel a été le déclic pour qu'un professeur d'agronomie abandonne le monde professionnel pour créer un jardin sauvage ? Même à ce jour-là, ça me manque. Mais on ne peut pas faire tout. J'étais fils d'un paysan et c'était un rêve aussi d'être paysan moi-même. Et je viens d'une ferme plutôt industrielle, mais j'avais déjà le rêve de faire quelque chose en écologie, une nourriture plus écologique. Avant les études de... Avant, parce que dans cette époque-là, si je parle de 20 années passées, et déjà là, il y avait trop de production dans la région, et c'est partout dans les régions plus riches, on a trop de production. Alors il faut valoriser ce qu'on fait. Ça n'a plus de sens de produire pour jeter. Mais aussi pour tous les signes de la nature, le climat, mais aussi les amis, les gens. Tu sens comme paysan que ça n'a plus de sens de donner, de produire, de faire quelque chose pour les autres qu'ils n'aiment pas. Et le déclic ? Et le déclic, c'était vraiment... j'avais pas le droit de mes parents d'être paysan. Ils disaient, la ferme doit être une. Hein, alors, il n'y a qu'un, on était 5, qui peut continuer la ferme. Alors, moi, j'étais l'extra qui dit, je veux commencer. Alors, j'avais fait quelques stages au sud, en Afrique, Amérique du Sud. J'étais avec les petits paysans. Là, alors, ici, j'étais à la campagne, j'avais un petit jardin. Et j'ai dit, ok, moi, je commence sans outils. J'avais qu'une pelle, un kajandou africain.
Et j'ai commencé les premières 2 années qu'avec ça. Mais heureusement, j'ai grandi organiquement. Ça veut dire que j'ai doublé toutes les années. Et ça, c'est facile. Et ça fait aussi l'histoire de Monde des Mille Couleurs. Parce j'ai jamais fait un projet avant. On dit, bon, je fais mon projet, je le fais comme ça. J'ai jamais fait le business plan. Hein? Mais c'est poussé organiquement, comme un organisme, comme une plante, comme une bactérie, comme un mammifère. Hein? Tu doubles. Parce que tu réfléchis, tu penses, tu sèmes, tu récoltes, tu parles avec le consommateur. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ah, ça peut être intéressant aussi. Ah, on a vu ça, ça pousse là bien. Hein? Et alors, tu ne dois pas forcer la terre. Tu regardes ton terre, tu le sens, et tu vas, prochaine année, je peux faire ça. C'est un peu comme, et ça c'est la grande différence avec un chef, mais c'est vraiment comme un chef qui crée un nouveau menu, sauf que nous, on ne peut que le faire le printemps, une fois par année. C'est pas du jour Un au chef, lendemain, il peut créer toutes les semaines un nouveau menu. Hein? Heureusement, on travaille de plus en plus avec des chefs qui créent vraiment avec nous, avec cette balance de la nature. Hein? Et pas à la main, clic, on veut ça, grossiste, ramène-moi ça, non. Ok, ça devient prêt. Et tu es partenaire de combien de chefs et combien de restaurants? J'ai une dizaine avec qui je travaille très proche. Après, avec des intermédiaires, je pense que ça va vite. Qu'on travaille vite avec une centaine. Hein. Mais si tu travailles très proche, avec légumes, avec herbes, avec fleurs ici, c'est quand même plus fort encore. Hein. Parce que tu as beaucoup plus à donner que le produit pour eux. Tu peux leur donner aussi l'histoire, comment ça a poussé, pourquoi. Du storytelling. Yes. Storytelling de la plante. Storytelling. Et oui, mais c'est ça. Est-ce qu'il est possible justement d'acheter les fleurs et les légumes en tant que particulier? Et où? C'est possible si tu viens ici. Okay. C'est possible si tu cueilles toi-même. On peut venir cueillir éventuellement si... Oui, pas de problème. Tu nous accueilles. Super. Écoute, c'est pas la fleur qui coûte cher. C'est pas le légume qui coûte cher. C'est surtout le travail, l'être humain qui coûte cher. Et ça c'est bizarre, mais ça c'est notre système. C'est un peu bizarre, hein? Mais l'être humain est devenu cher. Et ici on est dans le projet, ça c'est très joli je trouve, ça c'est le plus joli, qu'on est plusieurs, on est déjà 5 plein temps, des gens de la région. Mais ça coûte vite 25 à 30 euros par heure avec tous les frais de l'État et blablabla. Hein. Alors, si tu viens cueillir une fleur toi-même, ça va te coûter 1 euro. Si tu viens cueillir une fleur et tu veux le storytelling avec, et on est avec vous pendant 1 heure, bon, il faut qu'on peut payer le... Hein. Ça, c'est la grande différence. Mais on a vraiment beaucoup, et on a vraiment beaucoup trop. Alors, no problem. Ça, c'est possible. Oui. Welcome. Sinon, on les trouve, tu nous disais aussi, on les trouve sur Paris, chez Terroir d'Avenir, oui. Actuellement. Oui, ouais. Avec eux, on travaille surtout avec les chefs. Déjà pendant le début, parce qu'on est né un peu le même moment que Terroir d'Avenir. À l'époque, avec Alexandre Drouard et Samuel, et aussi grâce à un ami commun, Stéphane Meyer, qui était cueilleur sauvage. Alors oui, là on a aussi un joli lien. Et peut-être dans de nouveaux lieux prochainement. Peut-être. Pourquoi pas. Peut-être. Le principe prioritaire dans les nouvelles méthodes d'agroécologie et permaculture est que ce qui vient de la terre retourne à la terre. Est-ce que c'est le cas pour toi? Et peux-tu nous expliquer ce qu'est le white farming? Tu l'as évoqué tout à l'heure quand tu nous as fait visiter ton champ, tes serres. Ouais. Ça, ce sont 2 ou 3 ou 4 questions que tu me demandes. Oui. Alors oui, on cueille peut-être que 20%
de ce que la nature nous donne, alors le reste retourne. Tu vois ici, même dans la serre, ça sont encore des anciennes variétés de concombres qui restent dans l'air. Il y avait quelqu'un qui dit, pourquoi tu laisses tous ces trucs morts dans l'air? Mais j'ai dit non, c'est pas mort, c'est vivante. C'est là où il y a, dans l'hiver, où il y a la vie dedans. C'est là où il y a beaucoup des insectes qui restent, qui survivent. Hein. Et la même chose pour tous les feuilles qui restent dans la terre. Alors ça, c'est très important. Ça, c'est le principe de la permaculture. Voilà. Okay. Qu'on ne force pas la nature, qu'on la laisse diriger. Et qu'on n'enlève pas systématiquement toutes les feuilles mortes. Voilà. C'est ça. Bon, tu peux dire aussi wild farming. Pour nous, c'est ce sens de permaculture. Hein. Pour moi, le mot permaculture, elle est trop jolie. Parce que j'ai quand même étudié pas mal la permaculture. Ça fait plus que 10 années que j'ai fait des cours de permaculture. Alors pour moi, la permaculture, c'est vraiment permaculture, comme tu vois ici dans la serre. On ne va plus labourer, on ne va plus planter, on va plus... C'est vraiment elle. Tu dessins ou tu aides un jardin et après, c'est le jardin qui va te donner de la nourriture toutes les années. Par ses semences qui tombent, parce que ses racines elles deviennent plus fortes et tout ça. Sur le parcelle d'or, tu vois que nous, quand même, on va planter et semer des trucs que nous, on décide, l'être humain, dans la parcelle. Alors ça, c'est un peu faire l'agriculture dans la nature. Hein. Ce n'est pas la permaculture. Hein. Mais, comme être humain, on sait très bien que dans cette place-là, il y a la roquette qui va repousser, il y a la moutarde qui va repousser parce qu'on sait qu'il y a énormément de graines dans le sol. Hein. Alors on va planter un champ de chou-fleur par exemple, et on va récolter une centaine de plantes dedans. Des choses qu'on sait, parce que comme ça c'est aussi très, très fort dans le wild farming, que la plante elle doit avoir toute sa vie, et qu'on cueille dans tous les stades de la vie de la plante. Alors il y a toujours les graines, il y a toujours les semences qui tombent dans la terre. Hein. Et on aide vraiment aussi, à travailler la terre, on aide à germer ces graines-là. Et après, c'est aussi l'être humain, l'instinct. Et ça, c'est dans tous les êtres humains, il y a un instinct sauvage de chercher la nourriture. On n'a plus besoin, mais c'est grâce à ce instinct-là, et la nature et les plantes qu'on est là, sur Terre encore. Alors, je vois ça dans tous les gens, stagiaires, les gens qui passent, qui fait quelques semaines 1000 couleurs, que cet instinct-là, il le retrouve. Même si tu penses que tu l'as plus, elle est là. Elle sommeille. Voilà, non mais c'est normal. Et tu vois, cette herbe-là, non, elle est plus bon. Je mange l'autre et je prends l'autre. Alors, en effet, c'est ça que nous, on doit faire pour les clients, pour les chefs. C'est toujours trouver le meilleur truc sauvage, semi-sauvage, le meilleur pouce de la plante, hein, le meilleur goût du moment, et ça change toutes les semaines. Alors, ça aussi, c'est wild farming. Oui, parce que tu nous as fait goûter des plantes comme notamment le brocoli moutarde, ouais. Qui ont des goûts extraordinaires, même crus, quoi, avant même de... Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est très goûteux et étonnant. Moi, j'avais jamais goûté ça. Et donc tu nous dis, donc je te cite, tout ce qu'on a appris à l'école sur les plantes, ce n'est pas vrai. On vit dans un monde domestiqué, c'est tout. Est-ce le professeur d'agronomie ou le maraîcher engagé qui nous parle? C'est les deux. Et bon, c'est pas si strict comme tu le dis. À l'école, on a tous appris beaucoup de choses, hein, de biologie. Et c'est très fort, hein, de regarder la fleur, de voir les étamines, de voir oui. les marqueurs dans les feuilles. On a tout appris à l'école, mais on ne l'utilise plus. Mais on l'a oublié. On l'a oublié. Et certainement dans l'agriculture, c'est plus important, parce qu'il faut produire un produit. Tu n'as pas besoin de biologie. Alors, oui, on a appris beaucoup de bonnes choses à l'école.
On a appris beaucoup du sol, on a appris beaucoup des bonnes choses. Hein. C'est juste qu'on est maintenant dans une société qui est dans un système économique des produits. On ne parle plus de la loi de la nature, on parle de la loi économique. Hein. Productivité, économie. Productivité, voilà, dans tous les sens. Hein. Et la nourriture n'a presque pas le droit d'avoir un prix. Et pour un vrai paysan comme nous, elle a un grand prix. Elle a une grande valeur. Et à l'école, on a tout appris cette valeur-là. Mais après, tu as une autre école économique qui dit non. Il faut baisser cette valeur-là et rentabiliser. Et tu peux exporter partout dans le monde entier. C'est où le problème alors? C'est pas moi qui ai la solution. Pour moi, la solution n'est pas claire, mais il faut faire. Et ça, je suis très heureux que partout, ici en Belgique, en France, il y a partout des petites planètes qui sont nées les dernières 10 années. Et ça, c'est très, très joli. On ne peut pas oublier que l'industrie, elle va aussi très vite. Hein, ce n'est pas que les petites planètes, mais que c'est quand même un petit peu en équilibre qu'on est là. Hein. Le vrai terroir qui est très important en France, mais qu'elle revit partout, par penser de nouveau au processus avant le produit, comment ça pousse, c'est quand la saison, et qu'on respecte la vie de la plante. Et justement, on voulait te demander qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accélérer le process, pour aborder la transition, à part créer des petites planètes un peu partout. Éduquer, informer. D'abord, ça commence, l'éducation, il y a déjà beaucoup d'éducation. Il existe déjà beaucoup de calendriers avec des légumes saison. Mais Donc de refuser de manger des tomates avant la fin juin. C'est joli. Voilà, laisse commencer avec les très jolis exemples, très simples. Comme la tomate par exemple. Parce qu'on le voit partout, on l'écrit partout et tout le monde pense, ah bah oui, c'est bon pour la santé, tomate, aubergine, blabla. Et elle est là pour un bon prix au supermarché. Mais c'est pas la faute des gens, parce qu'ils savent plus. C'est comme acheter des vêtements, hein. La tomate est là, alors ça doit être normal qu'elle est là. Alors laisse commencer vraiment avec les trucs très simples. Parce que même au magasin bio, tu peux trouver maintenant des concombres et des tomates et des courgettes, c'est trop tôt. Hein. C'est quoi la saison des légumes qu'on mange déjà le plus? Et c'est quoi les alternatives? Parce qu'un végétarien, il peut facilement manger une tomate pendant toute l'année, mais à manger une tomate en hiver, il abîme la nature dans l'hiver énormément à aider l'industrie de légumes. Et tu manges plein de kilowatts d'énergie avec ta nourriture sans savoir. Alors ça, c'est vraiment quelque chose... L'énergie pour la faire pousser, puis l'énergie pour la ramener aussi, la cheminée. Oui, surtout pour laisser pousser. Pour moi, ça c'est déjà le début. Transport, il y a toujours des transports parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vivent en ville maintenant. Le joli exemple qu'on a le vrai local dans le village et que tout est poussé à 2 km à côté de chez vous, ça c'est plus possible. Hein. Mais on ne doit pas exporter à la Chine, on ne doit pas exporter au Canada, hein, mais on a vraiment le droit qu'il y a quelque chose de chez nous qui vient à Paris, ou de la Bretagne à Paris, ou du sud de la France à Paris. Ça fait des kilomètres. Hein. Si c'est le vrai produit, c'est pas de problème. Si c'est un produit sans valeur, qui est forcé, qui est plein de chimie, ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de sens d'envoyer un sachet de frites congelées. Ça fait 80% de l'eau congelée. La production est chimique. Hein. Il n'y a rien dans ces frites-là,
Alors, il ne faut pas faire un commerce et mettre dans un supermarché au nord de la France ou au sud de la France un produit qui vient du nord et mettre ça dans un supermarché du sud. Mais si c'est un vrai pomme de terre, comme la Noirmoutier, mais aussi les connus, les bleus d'Arras ici, bon, les bleus de la Manche, les vraies pommes de terre qui sont connues, qui ont une valeur, qui ont poussé, qui ont eu une vraie vie, bah, pourquoi pas? Ouais. Mais il ne faut pas les envoyer partout dans le monde entier. Ni les faire venir du monde entier. Comment tu fonctionnes en matière de semences? Est-ce que tu es autonome? Je ne suis pas du tout autonome. Il me manque de temps et le matériel à ce moment-là. C'est un rêve de collectionner beaucoup plus de mes semences. Je suis autonome dans tout ce qui pousse en permaculture ici, mais je ne suis pas autonome dans les choses que moi, les semences que moi je récolte et je sèche bien. Ça, c'est pas du tout professionnel. Je le fais un petit peu, mais je sais que je suis pas assez fort parce que j'ai pas un sécheur, séchoir. Séchoir, oui. Bon. Et où est-ce que tu te fournis? En bio, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui le fournissent. Il y a ici très connu, c'est Bingenheimer, c'est allemand, mais ils travaillent avec des paysans Allemagne, français, hollandais, belges. C'est vraiment des graines biodynamiques. Après, il y a Biogerm, il y a Grainvolts et il y a De Bolster en Hollande. Et tu vois, entre et tous ces... Cocopelli, oui. Ils sont tous différents. Ça, c'est le biodynamie, mais à côté de ça, tu as déjà beaucoup de sites avec plein de graines spéciales et encore très artisans qui n'ont jamais pris le label bio, parce que pour des petites quantités, ça n'a pas de sens. Alors, je suis très heureux si tu fais avec l'ordinateur, c'est très facile. Tu peux déjà trouver beaucoup de plantes. Et sais-tu où en est la législation à propos des graines, des semences? Où en est l'Europe? Parce qu'il y a eu pas mal de mouvements. En tout cas, en France, tu sais, on a un catalogue officiel qui est très normé. Ah oui. Et on n'a pas le droit, en fait, de vendre des semences si elles ne sont pas au catalogue officiel. C'est ça. Donc, ça me semble absurde aujourd'hui. Oui. Bah, c'est absurde pour le... Oui, c'est absurde. Et c'est quoi quel est l'argument qui nous pousse? Alors, évidemment, la France, c'est pas forcément ce que tu connais le mieux, puisque tu es en Belgique. Mais qu'est-ce que tu penses qui les pousse à interdire l'échange de graines ou c'est pas la France, c'est l'Europe qui interdit. C'est l'Europe, c'est le monde entier. On connaît des histoires de... À un moment, un petit paysan de l'Amérique du Sud, il n'a plus le droit de faire son maïs parce qu'il doit semer un autre maïs qui est hybride. Bon, ça, on est de nouveau dans la grande économie, si tu parles de ça. Et moi, j'aime pas trop de parler de cette grande économie. J'essaie vraiment de rester dans mon monde. Et honnêtement, je pense que c'est plus facile pour nous de sortir dans ce monde industriel et qu'on est beaucoup moins contrôlé qu'un petit paysan de l'Amérique du Sud. Que là, le lobby et la mafia, elle est beaucoup plus grand que chez nous. Mais c'est vrai, toutes ces lois sont là. Et une fois que tu es dans les hybrides, tu n'as pas le droit de reproduire toi-même, et tu n'as pas le droit de ça, et tu n'as pas le droit de ça. C'est vrai, la plupart de notre nourriture, ça vient des semences artificielles qui sont protégées, et tu n'as que le droit de faire celle-là, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Mais moi, je suis très heureux si quelqu'un qui vient de l'Asie dit « Driss, j'ai trouvé 3 semences de cette herbe-là, sauvage. Est-ce que tu veux le planter ?» Je dis « Oui. » C'est ça ce que je veux. Ouais, c'est top. Alors, et je ne veux pas penser « Est-ce que j'ai le droit, oui ou non ?» Je suis libre. C'est parfait. Je suis libre. Pourquoi je ne suis pas libre pour faire ça? Et j'ai pas de contrat, j'ai rien. Bon, alors je suis libre. Je peux. Ok. Mais s'il y a quelqu'un qui vient demain pour dire « Driss, j'ai entendu une histoire
de vous, que tu dis ça. Bon, écoute, peut-être tu peux fermer la boutique ici, oui. Non. Oh, c'était pas l'idée. Mais c'est vrai que même dans les lois, ils connaissent peu des plantes. Ils connaissent peu de la Dans le nourriture. catalogue, je ne sais pas si... C'est ça. vraiment tout- Et même nous, on a perdu beaucoup des valeurs de la nourriture. On est tous devenus des hommes et des femmes et des contrôleurs des produits. Est-ce qu'on ne doit pas retourner à contrôler ou aider la nature et de la libérer en place de dire non, tu ne peux pas faire, ou non, tu n'as pas le droit. L'arbre, non, tu n'as pas le droit de pousser. Quel est ton prochain rêve à réaliser? Ah, je suis plein de rêves. Vraiment. Ça c'est... Tu veux en partager un? Bah écoute, c'est le printemps maintenant, alors on doit créer le menu pour 2019 et 2020. Ça c'est surtout pour la production de la ferme, pour le projet 1000 couleurs. Après le truc humain, l'équipe, que ça renforce, qu'on devient plus fort. J'ai 2 enfants, que je peux aussi faire des voyages dans le futur. Mais pour ça, il faut qu'on devienne plus fort. J'ai un rêve encore plus ultime que j'ai pas parlé déjà aujourd'hui. Mais dans un futur, qu'on devient si fort ici, qu'on peut se connecter avec des projets au monde entier, avec des collègues primaires qui font la production primaire, l'agriculture, Comme toi. comme moi, oui. Et qu'on peut faire des échanges, si c'est... Bon, Neto de l'équipe, originellement, il a des racines à Brésil. Là-bas, pourquoi on ne fait pas un projet avec ses racines au Brésil, Et Jasper, il adore le reggae. Bah, pourquoi on ne peut pas faire un projet? Avec la Jamaïque? Voilà. Il y a aussi des paysans là. Oui, tout à fait. Moi, j'adore l'Afrique. Pourquoi on ne peut pas faire... Et l'Afrique, c'est si grand. Pourquoi on ne peut pas découvrir l'Asie? Parce que je sais, ce qu'on fait ici, c'est la base. C'est la base, c'est vraiment le secteur primaire. Et si on travaille dans cette façon-là, on peut survivre partout dans le monde entier. C'est vraiment le... Alors si, la vie est très courte, très courte. Alors si mon équipe, elle peut agrandir, et si tout le monde de l'équipe, ils peuvent aller 2-3 mois ailleurs, si quelqu'un d'ailleurs, il vient chez nous, et si c'est tous est Des dans... échanges culturels. Voilà, mais que le travail, elle continue. Parce que nous, on n'a pas l'argent pour payer tout ça, mais que ça se paye soi-même, en force et en idée, et qu'on peut être fier, Bon, parce que je pense que c'est dans tous les êtres humains, qu'est-ce qu'on veut? On veut la paix pour tout le monde. On veut la vraie vie pour tout le monde. On veut que tout le monde est heureux. Oui, c'est de l'épanouissement personnel aussi, c'est d'être bien dans son job, C'est ça. bien dans sa vie, au quotidien. Mais si on peut, pourquoi il y a encore de la guerre? Pourquoi? C'est un peu naïf, peut-être ce que je dis, mais si on peut aider à la base, d'être avec des petits oases partout dans le monde entier, qu'on bosse ensemble et qu'on comprend qu'on n'est pas seul, et les trucs culturels, oui. Alors ça, c'est le rêve. Ultime. C'est un peu naïf, mais je me demande si, au fond de nous-mêmes, chacun, on ne pense pas un petit peu la même chose parfois, le soir, quand on est fatigué. Ben, je pense aussi, et pour ça, peut-être, la guerre est vraiment finie, ici, en France et en Belgique, heureusement. Et peut-être, on devient tous plus forts, que c'est encore notre génération qu'on y arrive. Que ce n'est pas un rêve pour dans 4 générations, mais parce que tout le monde a compris. Et c'est le même pour la nourriture. Tout le monde comprend
commence à comprendre qu'il y a Un problème. un problème, mais aussi qu'il y a des vérités. Et des solutions. Et des solutions. Voilà. Est-ce que tu as un bon plan, une adresse à nous recommander? Ben, un chef ami ici très proche, c'est Florent Landin du Vermont, qui travaille que avec des légumes de moi et Bertrand de Vienne de Jardin Notteboom en France. C'est chouette parce que son nom de ferme c'est flamand et nous on a un nom français mais on travaille ensemble. Alors je trouve ce que Florent il fait dans son 3 restaurants très 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 fort parce qu'il travaille que avec les légumes saison. Il ne travaille pas avec le sable et le poivron, c'est que avec les herbes et... De vos jardins. Oui, À l'aveugle. à la Pour le client. Et c'est juste 10 minutes Pour ici. l'expérience culinaire. Là, dans les montagnes de Flandre. Tu le vois? Les montagnettes. Merci Driss. Merci pour ton accueil et à très bientôt. Merci pour ta visite.